Bonjour, merci à tous et à toutes d'être présents avec nous ce matin. On va passer trois quarts d'heure environ ensemble pour parler du projet de loi égalité et citoyenneté, faire le tour d'horizon de cette actualité et voir que ce projet de loi va vite devenir une loi effective. Les intervenants ce matin, donc deux personnes. Séverine, je te laisse te présenter s'il te plaît. Bonjour à tous, je suis Séverine Reboulet, je suis consultante experte sur la diversité au sein des MING. Et moi-même, donc Sylvain Berthier, je suis responsable projet RH au sein des MING et je vais être là pour faire l'introduction, la conclusion et surtout, vous verrez à trois reprises, on fera un petit sondage au moment du webinaire pour voir un petit peu les tendances par rapport à alors on me dit qu'il n'y a pas de son. Si c'est bon, ça fonctionne très bien. Voilà un peu les tendances par rapport à ce sujet. Vous le voyez à droite de votre écran, au niveau technique, il y a un pavé d'échange. Vous avez la possibilité de poser des questions. Donc n'hésitez pas avec le pavé questions. Soit on pourra répondre à vos questions au fur et à mesure du discours, soit on y répondra à la fin si elles ne sont pas par rapport aux propos qui sont tenus. Je vous propose de démarrer sans attendre. Séverine. Très bien. Eh bien, en effet, nous sommes là pour parler de ce projet de loi égalité et citoyenneté qu'on appelle pour l'instant le PLEC. Et d'ici la fin de l'année, donc d'ici quelques jours, nous l'appellerons le LEC, puis ce sera plus un projet, ce sera la loi égalité et citoyenneté. Pour vous remettre un petit peu de contexte à ce projet de loi, c'est suite aux attentats de janvier 2015, peut-être vous souvenez-vous, au-delà des attentats, des commentaires politiques de Manuel Valls, à l'époque Premier ministre, qui qui avait parlé de termes forts, hein, apartheid social, territorial, ethnique. Et c'est suite à ces commentaires que du coup, un projet de loi a été mis en place et nous sommes 2 ans après et il est quasiment voté. Ce projet de loi s'articule autour de 3 thèmes forts qui concernent l'engagement des jeunes dans le cadre de l'intérêt général et l'extension de la réserve civique, la mixité et l'accès au logement social exactement, et l'égalité réelle. Pour vous donner un état actuel de vote de cette loi, la navette parlementaire est terminée. Comme on pouvait s'y attendre, les deux assemblées ne se sont pas mises d'accord. Ce projet de loi est en procédure accélérée, ce qui veut donc dire qu'une commission mixte paritaire s'est réunie, qui, comme là encore nous pouvions nous y attendre, ne s'est pas mise d'accord. Et donc du coup, nous sommes dans la dernière étape où une motion tendant à opposer la question préalable s'est mise en place et sera débattue le 19, 20 et 21 décembre 2016, ce qui veut dire qu'à cette date, nous saurons exactement ce qui va se passer et la mise en place effective de ce projet de loi, qui sera plus un projet donc, mais effectivement d'une loi. 3 thèmes, on va survoler très rapidement les 2 premiers, car ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons vous expliquer quelles sont les nouvelles obligations à venir pour les entreprises au regard de ce projet de loi, mais au moins vous expliquer qu'il y a dans ces volets. Le premier qui concerne la réserve civique, comme je vous le disais, et plus exactement le principe de l'émancipation des jeunes. J'ai envie de vous dire qu'on pourrait retenir 2 éléments. Donc l'extension de la réserve civique, on parlait de réserve citoyenne, on va parler de réserve civique demain. Et le deuxième point, la création d'un congé d'engagement annuel, fractionnable, de 6 jours pour un certain type de population. Donc vous risquez potentiellement de voir arriver durant l'année 2017 des personnes qui vont demander un congé d'engagement. Voilà très brièvement sur le premier volet du projet de loi égalité et citoyenneté. Deuxième volet qui concerne l'habitat social. L'objectif est très clairement de pouvoir permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de transparence dans l'attribution des logements sociaux et de renforcer les pouvoirs de la commune dans les conditions d'attribution et dans les autorisations d'urbanisme. Donc c'est un gros volet, c'est celui qui pose le plus polémique entre les députés et les sénateurs, et c'est essentiellement sur celui-ci qu'ils ne se sont pas mis d'accord, et ce qui explique pourquoi le projet de loi n'est pas encore une loi définitive. Passons plus rapidement, en tout cas maintenant, au sujet qui nous intéresse ce matin, qui concerne les futures obligations à venir aux entreprises. Par rapport à la présentation, je vais volontairement commencer par le dernier point tout en bas. Il faut être original et je le serai dès maintenant. Où en l'occurrence, la loi va obliger une prise en compte de la politique diversité dans les marchés publics. Dit autrement, je ne sais pas si vous répondez à des appels d'offres publics, mais si tel est le cas,
vous allez devoir au préalable démontrer la politique diversité que vous mettez en place dans votre structure, ce qui vous donnera l'opportunité de répondre ensuite effectivement à la teneur et au contenu du marché public, en tout cas de l'appel d'offres qui est opposé. Autre mesure qui est mise en bleu dans la diapo que vous voyez, mais qui, nous l'avons mise en plus grand. Toute entreprise supérieure ou égale à 50 salariés ou toutes les entreprises spécialisées dans le recrutement, et là, peu importe la taille, vont devoir former tous les 5 ans leurs employés chargés d'une mission de recrutement dans la structure. Et cette formation devra être sur la non-discrimination à l'embauche. Ce qui me permet de rebondir sur l'actualité. Peut-être avez-vous entendu en début de semaine le fait que le ministère du Travail a mené une enquête de testing pour savoir si les entreprises étaient discriminantes en France ou pas. Et sur 40, donc petit échantillon, mais sur 40 grandes entreprises qui ont été testées, il s'avère qu'un tiers sont discriminantes. Ce qui explique que aujourd'hui, la ministre Madame El Khomri a considéré qu'un plan d'action d'urgence pour ces 40 entreprises devait être mené, a présenté fin janvier, où ils doivent mener en place des actions de façon très rapide. Petite information complémentaire sur cette action, il faut savoir que certaines structures associatives souhaitaient qu'il y ait des plaintes portées en justice donc contre les entreprises considérées comme discriminantes dans ce test. Ça n'est pas possible puisque les candidatures transmises sont des candidatures fictives. Donc en fait, il n'y a personne qui a été physiquement, entre guillemets, personnellement visé. Mais sachez que du coup, la ministre envisage de nommer dans la presse les entreprises qui seront sorties comme discriminantes. Comme c'est la première fois, elle a dit qu'elle ne le ferait pas, ils ont un plan d'action d'urgence, mais cette enquête devrait être menée annuellement, et annuellement, alors on aura un changement de gouvernement quel qu'il soit, la tendance politique qui sera retenue, mais en tout cas, sachez que les politiques en place sont à fond dans le principe de lutte contre les discriminations, encore plus que d'habitude. Et c'est important de vous le rappeler, car les entreprises sont regardées par les structures associatives externes, ce qui veut donc dire qu'au-delà des volontés politiques, votre nom peut sortir dans la presse à tout moment par des structures associatives, et c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi se défendre dans le cas échéant. Alors c'est vrai, effectivement, on a compris qu'il y allait avoir une nouvelle obligation portée à la charge des employeurs de former les personnels en charge du recrutement sur la non-discrimination. C'est temps de faire un petit sondage pour voir ce qu'en pensent du coup les professionnels RH, pour voir un petit peu effectivement par rapport à cette nouvelle obligation, quel est leur sentiment. Alors je lance le sondage, vous allez le voir sur votre écran et vous allez pouvoir du coup cliquer pour répondre. Je lis ensemble avec vous la question. Pensez-vous que l'obligation de formation à la non-discrimination pour les salariés chargés du recrutement est plutôt une contrainte inutile de plus, une mesure moyennement utile, une mesure utile pour la diversité qui réduit les dérives? Je vous laisse le temps de répondre à ce sondage. Je regarde, on est à 60% des participants qui ont voté, 70%, 80%, ça monte. On laisse encore 5 secondes pour les derniers participants. 90%, impeccable. Alors, on va pouvoir partager les résultats du sondage. Et on le découvre avec vous. Ah, donc effectivement, on est plutôt sur des professionnels RH qui voient bien l'utilité de la mesure, Séverine. Effectivement, à un moment donné, si l'on veut éviter la discrimination, qui est souvent involontaire, on y reviendra, il faut pouvoir former les personnes. La loi précise pour l'instant les chargés de recrutement dans l'entreprise. Il n'est pas exclu que cela soit étendu aux personnes, aux managers qui rencontrent des candidats et qui soient également formés à cette situation donc de lutte contre les discriminations dans le cadre du recrutement. Donc on partage avec vous comme quoi c'est un point utile, certainement insuffisant, mais en tout cas qui contribue à l'efficacité demain de la promotion de la diversité. Donc justement, quand on parle de discrimination, mais sachez déjà qu'il y en a 22. 22 critères de discrimination. 2 de plus sont arrivés cette année par la loi du 24 juin 2016.
avant la loi El Khomri, sur laquelle on y reviendra. Donc 22 critères de discrimination, certains sont un peu regroupables, j'allais dire, par famille, mais en tout cas, si l'on devait un petit peu lister, sans faire trop de liste à l'après-vert, parce que sinon c'est un petit peu long, mais en tout cas, les discriminations qui portent sur la génétique. Pourquoi on parle de génétique? C'est que certains cas de jurisprudence ont démontré, enfin, qui sont devenus des jurisprudences, s'avère que des tests génétiques avaient été demandés lors de la visite médicale d'embauche. Évidemment, c'est discriminant et c'est illégal. La religion, bien entendu, l'orientation sexuelle, les opinions politiques, un gros pavé que l'on pourrait mettre ensemble, l'ethnie, la race, l'origine, la nation, où effectivement, c'est finalement les critères de discrimination les plus importants, ceci il faut que vous sachiez, avec l'état de santé et le handicap. La situation économique, voici un qui a été rajouté par la loi du 24 juin 2016. En l'occurrence, c'est suite au fait que les médecins refusaient, pour certains d'entre eux bien sûr, de s'occuper des personnes qui ont la CMU, excusez-moi, qui ont la CMU. Donc évidemment, on n'a pas le droit de discriminer aussi en raison de la situation économique. Ensuite, l'adresse, l'état de grossesse. J'ai coutume de dire que l'état de grossesse est le seul cas particulier où le candidat peut mentir, la candidate en l'occurrence, peut mentir lors de l'entretien d'embauche, et même si elle est enceinte, elle n'est pas obligée de vous dire qu'elle l'est, et vous ne pouvez pas lui dire quoi que ce soit si vous la recrutez à la fin et qu'elle vous informe de son état de grossesse. Les mœurs, le handicap, l'âge bien sûr, l'apparence physique, c'est un critère de discrimination qui est de plus en plus important. Les tests ont démontré qu'il vaut mieux être beau pour pouvoir être recruté qu'être, on va dire, moins agréable physiquement. L'obésité est un des critères très forts de discrimination dans l'emploi. Les activités syndicales, le patronyme, la situation de famille, le genre ou l'identité sexuelle que l'on peut mettre un petit peu ensemble, l'état de santé, et le dernier qui a été rajouté en 2016, c'est la perte d'autonomie. En l'occurrence, c'était moins dans le cadre de l'emploi que ce critère de discrimination s'est fait jour, mais dans un cas un petit peu plus symptomatique, à savoir une personne qui considère que son père est maltraité dans une maison de retraite en raison de sa perte d'autonomie, et c'est devenu un critère de discrimination. Ces critères de discrimination, ces 22 critères de discrimination sont contrôlés, au-delà des juridictions françaises, par le défenseur des droits. Vous savez que la HALD, feu la HALD depuis 2011, et bonjour le défenseur des droits depuis donc 2011, qui contrôle l'ensemble de ces discriminations, ou plutôt des plaintes qui arrivent à lui. En 2015, sachez qu'il y a eu plus de 74 000 dossiers traités par le défenseur des droits, dont 4 000 concernaient l'emploi privé et public. Donc c'est un chiffre qui est quand même en très très forte augmentation, les deux, à savoir le nombre de plaintes, de dossiers traités par le défenseur et le nombre de dossiers de discrimination liés à l'emploi. L'emploi et le logement sont les deux principales familles, si l'on peut dire, de discrimination en France. Alors, par rapport à ces 22 critères de discrimination, quelles sont les formes que prend la discrimination, notamment dans l'entreprise? Effectivement, plusieurs formes de discrimination, parce qu'on peut discriminer de façon directe, et là on voit bien à quoi on fait référence. Vous refusez de me recruter parce que je suis une femme. Bon, en plus, vous me le dites. Donc là, on ne peut pas faire plus direct. Évidemment, c'est quand même une forme de discrimination que l'on voit de moins en moins. On est plus facilement, si je puis dire, dans la partie discrimination indirecte. Parfois, j'aurais même de dire involontaire, par méconnaissance. C'est-à-dire que l'on peut faire des différenciations fondées sur l'ancienneté ou sur l'expérience dans la gestion de vos salariés, et là, vous commettez une discrimination liée à l'âge. Donc, il faut être très vigilant. Ou c'est parfois dans les questions que l'on peut poser. Inconsciemment, on ne voit pas de mal à poser telle ou telle question. Par exemple, lors d'un recrutement, de dire « avez-vous des enfants ?» On se dit que c'est pas méchant de poser cette question-là, et en fait, on n'a pas le droit de la poser. Donc, on est plutôt sur la discrimination indirecte ou involontaire, voire dans certains cas inconsciente, où on commet une discrimination, mais on ne le sait pas. La discrimination justifiée. Alors là, vous devez vous dire, est-il possible qu'il y ait une discrimination justifiée? Eh bien oui. Alors rassurez-vous, il y a 2 cas. Et sauf si vous faites partie de ce type d'entreprise, vous serez concerné, sinon, non. En l'occurrence, c'est « je suis réalisateur de cinéma, j'ai besoin d'un homme pour jouer Robin des Bois, effectivement, j'ai le droit de marquer dans mon annonce que je cherche un homme ». Ou alors,
je suis une agence de mannequins. Je suis en train d'organiser le défilé. On va parler d'actualité récente, de Victoria's Secret par exemple. Absolument. Et forcément, on est plutôt sur des femmes en sous-vêtements que sur des hommes. Donc vous avez le droit là encore de préciser que vous souhaitez une femme. Mais ce sont les deux exceptions, les comédiens et les mannequins, qui peuvent être, ou les employeurs peuvent commettre une discrimination qui est justifiée. Discrimination légale. Bon, il n'y en a pas énormément de discrimination légale, si je vous rassure. Il y en a une, et elle est comme de taille. La fonction publique, pour concourir, il faut avoir la nationalité française, donc c'est une discrimination malgré tout, mais qui est légale. Ensuite, vous avez le harcèlement discriminatoire, ou plus exactement, on pourrait même dire le harcèlement moral discriminatoire. Comme exemple, un salarié qui a un mandat et qui fait l'objet de sanctions et de mesures de déstabilisation pourra considérer qu'il est en harcèlement discriminatoire. Et je compléterai par la rétorsion, qui est le cas d'une personne qui a porté plainte pour discrimination ou une personne qui a été témoin de discrimination et qui ensuite est sanctionnée soit parce qu'elle a porté plainte, soit parce qu'elle a témoigné. Là, on est sur de la rétorsion, excusez-moi. Ce qui me permet de compléter que ce soit pour la discrimination ou que ce soit maintenant pour le harcèlement depuis la loi El Khomri, la charge de la preuve est renversée. C'est-à-dire que si le principe fondamental, normalement, est de se dire que c'est à l'employeur, c'est à la personne qui porte plainte, pardon, de prouver qu'elle a effectivement quelque chose à reprocher. Là, en l'occurrence, dans le cas de la discrimination depuis fort longtemps et du harcèlement depuis cette année, c'est à l'employeur de prouver qu'effectivement, il n'a pas été discriminant ou harcelant. Donc, on se voit bien qu'on doit être dans des archivages d'éléments dans le cadre de l'emploi pour être sûr qu'on ne commet pas d'impair. Parce que là, on est, et vous l'avez compris, on n'est pas encore dans la promotion de la diversité. On est dans l'étape première. On lutte contre les discriminations et on évite les dérives. Et c'est lorsqu'on a validé d'éviter les dérives que l'on peut se dire que l'on va faire de la promotion et agir encore plus positivement. Alors, par rapport à ces formes de discrimination, et on l'a vu, les salariés en charge du recrutement peuvent, sans le vouloir, parfois avoir des paroles qui peuvent être discriminantes. Il est temps de faire un petit sondage Oui. par rapport à nos professionnels RH pour voir un petit peu comment ça se passe dans leurs entreprises par rapport à ces recrutements. Alors, je lance le sondage. Hop. Voilà, qu'on va lire ensemble. Êtes-vous sûr que vos personnels en charge du recrutement ne commettent pas de discrimination, même involontaire? Oui, j'en suis sûr. Je n'en suis pas sûr. Ou je n'ai pas de visibilité, car ce sujet n'est pas suivi chez nous. On a 70% de votants, ça va beaucoup plus vite que tout à l'heure. 80%. 90%, c'est parfait. Je laisse encore 3 secondes pour les derniers et je vais pouvoir terminer le sondage et le partager. Alors, les résultats. Les résultats, effectivement, montrent qu'il n'y a pas de certitude dans l'entreprise par rapport à ce sujet qui est un sujet quand même sensible. C'est un sujet sensible, ce qui démontre que les process RH doivent être codifiés, alors pas codifiés au sens légal du terme, mais doivent être plutôt au sens qualité du terme, être validés pour être sûr que lorsqu'il y a une personne qui arrive dans un nouveau poste, en l'occurrence dans le cadre du recrutement, ne commette pas d'impair. Là encore, toujours involontairement, je pense qu'il faut partir du principe que les personnes ne sont pas par nature discriminantes, mais qu'elles le sont involontairement. Et pour cela, le seul moyen pour éviter la subjectivité et donc la discrimination, c'est de rechecker l'ensemble de ces process et de voir l'ensemble des étapes. Donc si effectivement on reboucle ce sondage avec le précédent, on peut se dire qu'il y a effectivement un intérêt à ce que les salariés en charge du recrutement soient formés régulièrement pour bien avoir les bonnes pratiques et surtout quelles sont les pratiques à éviter en matière de recrutement par rapport à la discrimination. Surtout comme on vient de le voir, elle évolue la discrimination. Cette année, 2 nouveaux critères sont rajoutés. Donc si la loi prévoit une formation tous les 5 ans, c'est justement parce que peut-être que de nouveaux critères pourraient arriver en cours de route dans le delta des 5 ans. Donc justement, quels sont les risques encourus? Et ils sont nombreux. Et ils sont pour plusieurs personnes. Il y a
le recruteur, la personne physique qui a commis la discrimination, en tout cas on considère que celle-ci a été validée par les juridictions françaises, la personne physique risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Une fois que la personne physique est condamnée, la personne morale, l'entreprise ensuite a un risque, jusqu'à 225 000 € d'amende, possiblement assorti de peines complémentaires allant jusqu'à l'interdiction de l'exercice de l'activité. Ça a été très peu mis en application l'interdiction d'exercice de l'activité, mais en tout cas, on a quelques cas où cela est arrivé. Il y a aussi les prud'hommes, où bien évidemment, il y aura une nullité de la mesure discriminatoire, potentiellement une réintégration du salarié. Et puis je rajouterai un autre risque qui n'est pas juridique, mais qui est commercial, à savoir le risque de réputation. Vous savez, on l'évoquait par rapport au testing mené par le ministère en début de semaine, voir son nom dans la presse comme étant une entreprise discriminante. Certaines entreprises, depuis quelques années, en font les frais que leur nom soit sorti dans la presse. Et croyez-moi, en matière de chiffre d'affaires et d'image auprès de leurs clients, cela a généré une baisse certaine, et donc des actions très vite ont dû être mises en place. Alors, je ne citerai pas de nom d'entreprise, vous en doutez bien, mais j'espère que vous avez des cas identifiés. Sachez qu'en tout cas, un certain nombre d'entreprises ont été pas forcément condamnées sur le plan judiciaire, mais ont été condamnées par l'IS publique et ont eu beaucoup de mal à s'en sortir et à démontrer qu'au final, elles n'étaient plus discriminantes, qu'elles avaient mis en place les mesures et les actions pour corriger les actes ou les pratiques qui étaient dans l'entreprise. Dernier point concernant les risques encourus, il y a des délais de prescription, mais vous allez voir, ils sont assez longs, ils sont de 2 ordres. Soit on est sur le délai de prescription concernant le recours pénal, c'est 3 ans à partir de la date de réalisation des faits. 3 ans à partir de la date de réalisation des faits. Alors que pour le recours civil, nous sommes en un délai de prescription de 5 ans à partir de la révélation de la discrimination. Donc le temps est assez important. 5 ans, c'est une révolution dans une entreprise, d'où l'intérêt, et on va le voir juste après, dans le cadre de la formation au recrutement, de conserver un certain nombre d'éléments, parce que là, je le redis, nous ne sommes pas encore dans l'étape de promotion de la diversité, mais dans le cas plutôt de on se protège afin de ne pas commettre de discrimination, et si on est accusé à un moment donné, de pouvoir apporter la preuve qu'on n'a pas été discriminant. On est encore dans cette étape-là à travers la formation et le contenu du projet de loi Égalité et Citoyenneté. Avant de passer le slide sur les process de recrutement, juste je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions, parce qu'il y a assez peu de questions pour l'instant, donc certainement qu'on est très clair. Vous êtes très clair, c'est pour ça. Mais néanmoins, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le pavé à droite. On y répondra bien volontiers. Donc justement, le contenu de la formation à travers la loi Égalité et Citoyenneté doit porter au moins sur 5 étapes dans le cadre du recrutement, puisque c'est les 5 étapes où il peut y avoir effectivement des discriminations. Là encore, on n'y revient pas, on l'a dit, directement, certes, mais aussi indirect. D'abord, première étape dans la définition du poste. Alors, je ne sais pas quelle est votre pratique lorsqu'il s'agit de définir un besoin dans votre entreprise. Très souvent, c'est le recruteur, le RH concerné qui se dirige vers le manager qui a émis un besoin. Le manager demande un certain nombre de choses et l'objectif du RH va être de décliner, de reformuler la demande du manager, enfin de l'opérationnel, qui est parfois involontairement discriminante ou en tout cas injustifiée. Je donnerai juste un exemple où l'on voit souvent ce genre de choses et sachez que ça ne peut pas être maintenu. Lorsque dans certaines définitions de poste, on voit marqué bonne présentation, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, cela veut dire qu'il est identifié, connu dans l'entreprise, ce que c'est qu'une bonne présentation. J'exclus le principe de l'uniforme, où il y aurait un uniforme obligatoire, ou un habit de travail imposé. Donc, bonne présentation, il n'y a rien de plus subjectif. Je peux considérer, moi, que tel ou tel vêtement est de bonne présentation, et le recruteur qui est à côté de moi, qui voit un autre candidat, peut avoir exactement un avis inverse. Donc, c'est sujet à caution. Dès lors que c'est sujet à caution, il faut
enlever ces termes et le transformer en compétences relationnelles. Je n'ai pas dit que c'était simple, hein. Si c'était simple, ça se saurait, mais en tout cas, tous les termes qui sont marqués dans une définition de poste ne doivent pas être traduits en négatif. Je vous donne un autre exemple. J'ai regardé dernièrement des offres d'emploi sur un site très connu où une entreprise demande un salarié honnête. Bon, alors je défie une entreprise qui souhaite un salarié malhonnête et surtout je défie le recruteur de valider et vérifier que la personne qui est en face de lui est honnête, puisque on pourrait penser que c'est parce qu'il y a le casier judiciaire qui doit être vérifié, mais là encore, nous sommes seulement dans certains métiers listés où nous avons le droit de demander le casier judiciaire. Donc du coup, on est potentiellement, si c'était un critère retenu dans le cadre du recrutement, comme je ne vous retiens pas parce que je vous sens malhonnête, dites-vous sur deux, vous allez surtout directement devant les juridictions françaises et vous serez surtout directement condamné. Deuxième étape, dans le cadre du recrutement, et on en parlait à l'instant, la rédaction de l'offre d'emploi. Là encore, il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut être très vigilant. Un certain nombre d'entreprises se font tacler parce qu'elles marquent involontairement, là encore, les mauvais termes. Dès lors qu'il y a un principe de subjectivité ou de sous-entendu inverse, il faut se poser la question. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que je ne suis pas excluant? Puisque c'est ça, en fait, le principe. Votre offre ne doit pas être excluante en dehors des compétences. Lorsque l'on marque que l'on souhaite un candidat qui a 20 ans d'expérience, vous excluez ceux qui n'ont pas 20 ans d'expérience, bien évidemment. Il vaut mieux privilégier la formulation de confirmer, par exemple. Donc, quelques termes à mettre autrement pour vous montrer que vous n'excluez pas, en l'occurrence dans mon exemple, les jeunes. Si vous êtes dans des politiques d'emploi en faveur des personnes en situation de handicap, vous avez possibilité de marquer certaines phrases dans votre offre d'emploi. On donne souvent le principe de l'entreprise on dit accueillante, mais ça peut être bien d'autres termes. Là encore, vous avez le droit de le marquer, mais si vous le marquez dans toutes vos offres, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le marquer une fois de temps en temps. C'est soit on le marque tout le temps et vous n'aurez pas de problème, soit vous ne le marquez jamais et quelque part vous n'aurez pas de problème. Si vous le marquez une fois sur deux, vous serez taxé de discrimination. Puisqu'en fait, vous considérez que certains postes sont possibles pour les personnes en situation de handicap et d'autres postes ne le sont pas. Donc, vous êtes indirectement discriminant. Troisième étape, dans l'entretien, en tout cas pour qu'on aboutisse à l'entretien de recrutement, c'est la diffusion de l'offre. Il n'y a rien de pire que d'envoyer votre offre d'emploi uniquement à une école. Voilà, vous avez une école, vous avez identifié qui correspond exactement à ce que vous voulez. Et vous ne voulez que des candidats de cette école-là. Vous ne l'écrivez pas comme tel, mais au final, seule cette école reçoit vos offres d'emploi. Sachez que vous êtes discriminant. Vous êtes discriminant et donc, je vous conseille fortement deux choses. La première, c'est d'élargir votre panel de diffusion d'acteurs qui vont recevoir l'offre, et c'est en même temps en interne, deuxième chose, de vous cibler un pourcentage maximum de personnes issues de cette école. Je compléterai dans ce pavé de la diffusion de l'offre par la cooptation. Attention aussi à la cooptation. Je vous conseille, là encore, de vous fixer en interne, dans vos process RH, un pourcentage maximum de personnes issues de la cooptation par d'autres collaborateurs. Si c'est votre seul moyen de recrutement, vous risquez, là encore, de vous retrouver devant des potentiels candidats. Comme vous le savez, je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous l'avez devinez par vous-même. La société française n'était pas naturellement procédurière, mais c'est comme tout, les choses évoluent et pas toujours favorablement. Et aujourd'hui, certaines entreprises se retrouvent attaquées sur ce principe-là et elles ne peuvent pas prouver qu'elles ont transmis leurs offres à un suffisamment nombre de panels de prestataires, on va dire, et donc du coup, elles peuvent se retrouver taxées de discrimination. Quatrième étape et avant-dernière étape dans le cadre du recrutement. J'ai une question par rapport à la cooptation, Séverine. Oui. On me demande si une politique de promotion interne est assimilable à la cooptation. Oui,
C'est assimilable et donc il vaut mieux considérer que dans ce cadre-là, un pourcentage, soit un pourcentage maximum, soit si ce n'est pas un pourcentage maximum, c'est de dire qu'au bout d'un certain temps, lorsque la promotion interne n'a pas fonctionné, je ne sais pas, en fonction des difficultés de recrutement et de promotion interne de votre entreprise, au bout de 3 à 4 mois, la promotion interne n'a pas eu lieu, vous pouvez passer à l'externe et là, ça correspond, mais il faut fixer des timings en fait. Des timings où on considère que oui, on privilégie d'abord la promotion interne. Si au bout de 6 mois, le poste n'est pas, je ne sais pas si on pourrait attendre aussi longtemps, mais ça dépend des postes, le poste n'est pas pourvu en interne, là, vous pouvez passer en externe et vous expliquer pourquoi vous le passez en externe. Mais ça doit être écrit quelque part. D'accord. Après, a priori, on a un problème de son par téléphone. J'espère qu'il est revenu. Et du coup, on me posait la question, j'en profite, je t'ai interrompu, par rapport à la formation obligatoire. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par formation et quelle est la forme de la formation? Alors, là, on attend les décrets d'application qui vont arriver entre janvier et février, hein, puisque la loi est encore en cours de discussion. Mais a priori, dans les textes que j'ai vus passer, il semblerait que certains disent qu'on serait soit sur une journée, soit en distanciel. Mais en tout cas, c'est moins sur la durée que sur le contenu. Le contenu devra comporter à la fois donc les 5 étapes que nous sommes en train de voir ensemble et également les rôles du défenseur des droits, de l'inspection du travail, des organisations syndicales, du médecin du travail potentiellement, donc de l'ensemble des partenaires externes, internes qui peuvent agir et entendre les discriminations. Voilà. J'espère que ça vous paraît clair. Donc, il y a d'autres questions? Non, c'est tout bon. Bon. Je continue. Donc, on était dans la sélection du CV, donc l'avant-dernière étape, pour vous dire que c'est évidemment celle qui, au fond, pose le plus de problèmes, puisque c'est très clairement là où on note beaucoup de discrimination. Le tri à la mano, hein, comme je dis, où on voit lui je le prends pas, sans vraiment se dire pourquoi on le prend ou on ne le prend pas, sans noter quelque part pourquoi on prend ou on ne prend pas, vous risquez vous risquez des problèmes, tout simplement. Il faut être sur de la traçabilité, impérativement. Je propose souvent un tableau de suivi qui est de se dire voici tous les CV qui sont arrivés, ceux que vous avez refusés et le motif de refus, bien sûr non discriminant, hein, c'est-à-dire le critère de je refuse cette candidate parce que j'aime pas la photo, on sent bien que ça ne va pas le faire. L'objectif est de réaliser un suivi quanti-quali et de répondre à tous les candidats qui sont refusés. Alors maintenant, ça se fait quand même de façon plus régulière, mais sachez que le fait de ne pas recevoir de réponse de refus écrite, dans l'instant où il n'y aura pas forcément de difficulté, mais souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y avait au civil 5 ans de délai pour pouvoir éventuellement porter plainte contre l'entreprise. Est-ce que dans 5 ans, vous vous souviendrez que vous avez reçu le CV mon CV et que vous m'aurez pas écrit, vous m'aurez pas refusé. Donc, être sur de la traçabilité et sur de la conservation des documents. Dernière étape, l'entretien. L'étape ultime où si la discrimination n'a pas été commise au moment de la sélection du CV, il y a un risque fort qu'elle soit commise lors de l'entretien. Déjà, on a tendance à conseiller, mais ce n'est pas toujours possible, hein, c'est que l'entretien soit fait au moins avec 2 personnes et non pas une seule personne recruteur pour éviter justement les discriminations et les attaques discriminantes. On conseille là encore aussi d'établir une grille d'entretien pour l'ensemble des CV des personnes que vous allez recevoir afin de pouvoir établir une grille d'évaluation la plus objective possible avec les critères qui vous sont importants et qui sont codifiés. Ce qui vous permettra de conserver dans un second temps, donc toujours en lien avec l'offre d'emploi de départ, les CV, les personnes que vous avez rencontrées et les motivations, les motifs de finalement de ne pas avoir retenu telle ou telle personne. Par rapport à ça, du coup, il y a une question effectivement sur la discrimination raciale ou la non-discrimination raciale, et notamment le fichage, de se dire, OK, je fais des grilles d'évaluation, des grilles d'entretien, je conserve la preuve de mes critères de choix. Est-ce que du coup, pour montrer ma non-discrimination, je peux, dans mes critères, noter des notions ethniques? Bien sûr que non. D'accord. Oh non, non, on ne peut absolument noter rien de tout cela. C'est
alors là, vraiment, on est dans la discrimination pure et dure. On ne peut rien noter. Quand je parle de grille d'évaluation, je parle bien de grille d'évaluation de compétences techniques et relationnelles. Justement, vous avez marqué dans votre offre d'emploi que la personne, vous mettez en situation, éventuellement, vous faites passer des tests. On pourra reparler sur les tests. Attention, tout n'est pas accepté et acceptable dans les tests. Hein. Les tests graphologie sont considérés comme discriminants. Les tests de culture G, on est limite. Et c'est surtout les tests de mise en situation. Et là, la personne a su répondre dans la situation dans laquelle vous avez mis. Et on parle bien de ce type de compétences. Les autres particularités du candidat liées à sa couleur de peau, son âge, je sais pas, il vous aurait fait des confidences sur son orientation sexuelle, le fait qu'il soit fumeur ou je ne sais quoi, et vous le noteriez dans votre grille. Là, on est en plein dedans de non seulement la discrimination, et en plus, vous conserveriez des données qui sont interdites par la CNIL. Donc là, on a la totale, j'allais dire. Donc attention, vous n'avez pas le droit de noter. Et c'est vrai que, là encore, je ne peux pas citer l'entreprise, mais vous avez entendu parler certainement il y a une dizaine d'années, des grosses entreprises qui ont été condamnées, puisque sur les CV, et c'est souvent là, lors des entretiens en forum de recrutement, vous rencontrez un peu les candidats à la chaîne, on est tous passés par là, et on a tendance à noter un certain nombre de choses sur le dos du CV. Et des mentions discriminantes. Donc, il avait été noté dans certains cas, à une autre époque, j'espère que ça ne se fait plus aujourd'hui, lorsqu'on marquait BBR, bleu, blanc, rouge, on voyait bien ce que cela signifiait. Lorsque vous notez l'âge, lorsque vous notez si la personne a des enfants, etc., au dos du CV, alors là, vous êtes dans la partie, la discrimination la directe. La plus totale, vous serez condamné individuellement, le recruteur, et collectivement, l'entreprise. Voilà ce que l'on peut dire sur l'ensemble des étapes qui vont devoir faire l'objet de la formation à destination des recruteurs et donc potentiellement même des managers qui vont devoir connaître l'ensemble pas seulement des discriminations, mais à quel moment ils peuvent en commettre. Oui, effectivement, parce qu'on l'évoquait en aparté, il n'y a pas uniquement les professionnels RH, les recruteurs du service RH qui sont concernés, mais quand on est dans le retail, par exemple, où ce sont les chefs de magasin qui reçoivent des candidats, ils devraient également être informés, formés et, par rapport à ces sujets de non-discrimination. C'est pour cela que la loi actuellement, enfin le projet de loi, excusez-moi, parle bien de chargé de recrutement. Alors ça peut avoir une dénomination en interne dans l'entreprise, mais au sens légal du terme, c'est chargé de recrutement, c'est à un moment donné, je gère le recrutement, que ce soit de candidats stagiaires, alternance, puisque là encore, c'est pas je gère le recrutement de CDI, c'est je gère tout type de recrutement, du stagiaire à la personne en CDI, et à ce moment-là, je dois être formé pour ne pas commettre d'impair. Je voulais juste compléter une petite chose avant que l'on continue sur les d'autres étapes, à savoir en lien avec la loi El Khomri. Il y a eu des modifications, je pense, au règlement intérieur, parce que durant l'entretien, et c'est pour cela que je l'en parle, parfois certaines personnes sont refusées, parce que, pour parler un peu directement, elles portent le voile, et vous savez qu'il y a un certain nombre de choses que l'on peut demander, mais des choses que l'on ne peut pas demander. Donc, en l'occurrence, la loi El Khomri a permis la possibilité de dire que on pouvait obliger, dans le règlement intérieur, on pouvait obliger à ce qu'il y ait une obligation vestimentaire liée, bien sûr, d'abord à la sécurité et à l'hygiène, où là, il n'y a pas de consensus à avoir, et ils ont introduit également le principe de neutralité dans le règlement intérieur. Vigilance, grosse vigilance, j'ai envie de vous dire même gros warning. Il faut énormément préciser ce que vous entendez par principe de neutralité, et je pense que c'est des futurs contentieux ouverts, nécessairement. C'est trop flou, c'est imprécis, et même si en parallèle le ministère a sorti un guide sur la gestion du fait religieux, c'est surtout dit avant tout que c'est du cas par cas. Donc, grosse vigilance. On croit que la loi El Khomri a ouvert une porte. J'ai envie de vous dire que la porte est tout juste entrouverte, et je me demande si elle n'est pas en train de se refermer sur nos doigts. Donc, faites très attention si vous avez décidé d'insérer cela dans votre règlement intérieur. Voilà, c'était une petite précision qui me semblait importante.
nous sommes... donc voilà, on voulait vous montrer juste cela, en vous disant que la loi, donc le projet de loi égalité citoyenneté prévoit que la première brique de contrôle de vos process RH afin d'éviter, non pas d'éviter, de supprimer toute discrimination. Mais comme vous êtes des RH, on se doit de vous préciser que vous devez faire attention à toutes les étapes de la vie du salarié, puisque la jurisprudence foisonne de condamnations dans les autres étapes. Euh, on a des jurisprudences qui sont sorties sur la partie intégration, où on n'a pas accompagné de la même façon des candidats. Souvent, la distinction malheureuse se fait entre hommes et femmes. Il n'y a pas que celle-ci, mais en tout cas, sachez que l'intégration est source de discrimination. La formation, est-ce que tout le monde a accès à la formation? Et là, je donne toujours le même exemple. J'ai 56 ans, est-ce que moi aussi j'ai accès à la formation dans l'entreprise? Et est-ce que, involontairement, on ne m'y met pas parce que j'ai 56 ans? Gestion de carrière, on en parlait à l'instant, les promotions. Est-ce que j'ai accès aux promotions comme tout le monde? Là encore, tout ce qui est bourse à l'emploi et autres, vous avez intérêt d'être très vigilant sur le fait qu'elle soit bien partagée auprès de l'ensemble des collaborateurs et pas seulement que certains y aient accès. La rémunération, est-ce que les barèmes de salaire sont connus, identifiés et est-ce que je sais vers quoi je peux tendre? Les conditions de travail, les sanctions, bien sûr, et les départs. Donc, de la vie du salarié. Donc la loi ne parle que de la première étape de la vie du salarié. Je vais être recruté et on ne doit pas me discriminer à ce moment-là. Mais il y a toute la vie du parcours professionnel du salarié dans votre entreprise et les condamnations sont sur l'ensemble de ces sujets-là. Donc d'où l'intérêt de valider l'ensemble de vos process RH et de les noter, codifier, pas au sens légal du terme, mais au sens que cela soit connu par l'ensemble de la population RH et des managers. Voilà. Alors, avant de passer sur un dernier sondage, j'avais une question d'un participant qui sent effectivement le vécu et qui nous dit peut-on prouver qu'on ne discrimine pas si après avoir noté des critères discriminants sur les CV, on embauche quand même une personne qui avait ces mêmes critères discriminants? Oui. Pour dire effectivement, même si j'ai marqué qu'elle était trop âgée, j'ai quand même embauché finalement quelqu'un qui était âgé. Bon, en tout cas, il y a des fortes chances que ce sera un apport de preuve, un début de commencement de preuve. Mais en tout cas, vous allez certainement en ressortir, on ne peut jamais être sûr de ce que les juges du fond pourraient faire, mais en tout cas, probablement avec malgré tout une mini-condamnation sur le fait que vous devez vous assurer maintenant justement d'une formation, de ne pas recommettre ce type de faute, que ok, vous avez quelque part corrigé directement dans ce cas-là votre action, mais qui dit que vous n'allez pas recommettre l'action future. Donc, ce sera un début de commencement de preuve. Vous pourrez justifier de votre bonne foi, mais je ne pense pas que ce sera exempt de toute sanction. Alors, un questionnaire, un petit sondage pour savoir effectivement, au vu de ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, sur la discrimination ou la non-discrimination, est-ce que dans votre entreprise, vous avez déjà engagé des actions sur ce sujet-là? Alors, hop, on lance le questionnaire et on va lire la question ensemble. Avez-vous mené déjà dans votre entreprise des actions contre la discrimination? Oui, notamment des actions pour sécuriser les process RH, dont on vient de parler. Oui, notamment des actions de sensibilisation du management. Non, et ce n'est pas prévu. Non, mais je pense que nous devrions démarrer des actions, et peut-être en 2017. Où est-ce qu'on en est dans votre entreprise sur les actions et la communication contre la discrimination? Donc là, on est à 40% de votants, 50, 60. On va laisser encore 10 secondes, 70%. 75%. Je vais clore le sondage et on va partager les résultats. Alors,
Donc là, oui, notamment les actions pour sécuriser les process RH, c'est bien, c'est très bien. Oui, notamment les actions de sensibilisation du management, c'est un bon début, c'est un excellent début. Et d'autres pensent qu'il faudrait démarrer. C'est quelque part, je pense qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on a présenté ce matin, c'est qu'on est sur le rôle défensif contre les discriminations, et on l'a dit plusieurs fois, c'est la première étape nécessaire avant d'agir positivement vers la promotion de la diversité. Il faut savoir être sûr qu'on ne commet pas d'impair, le mot est faible d'ailleurs, qu'on ne met pas en difficulté ni l'entreprise ni soi-même. Et ensuite, lorsqu'on a validé, sécurisé les process RH, c'est-à-dire n'importe qui a les compétences, qui prendrait le poste de recruteur, c'est exactement ce qu'il doit dire, pas dire. Donc, les formations, des guides de recrutement qui doivent être partagés auprès de l'ensemble des managers également, qui doivent être conservés auprès de tous. Ça semble important puisque c'est un sujet, comme on le disait, que la presse aime énormément parce que ça permet de faire un peu les choux gras et ça a des impacts plus que négatifs sur l'image et le chiffre d'affaires de l'entreprise dans un second temps. Alors, on va présenter un dernier slide. Avant de le passer, j'ai une question qui nous dit à partir de quel moment faut-il mettre en place toutes ces préconisations, toutes ces recommandations par rapport à la vigilance et la non-discrimination? Ah ben, au-delà de l'obligation légale qui va arriver, sachez que c'est déjà ce qui est obligatoire aujourd'hui, c'est la non-discrimination. Dès maintenant, peu importe qu'il y ait une loi ou pas une loi qui arrive, sachez que je peux, si vous souhaitez m'avoir si vous voulez je sois en entretien et vous cherchez à me recruter, vous avez raison, je suis quelqu'un a priori que certains diraient sympathique. Sachez que si j'estime que moi, en tant que candidat, vous m'avez discriminé, j'ai pas besoin qu'il y ait la loi égalité citoyenneté qui soit votée, je peux déjà vous attaquer dès maintenant, dès aujourd'hui. Donc en fait, c'est déjà applicable en soi. Ce qui est nouveau, c'est l'obligation de formation. Mais j'ai envie de vous dire, vous êtes déjà soumis au fait que vos process RH doivent être non discriminants et doivent donc déjà être sécurisés. Donc, malheureusement, c'est déjà applicable C'est déjà applicable. d'une certaine façon. Effectivement, Ouais, c'est une bonne hygiène. Le plus tôt est le mieux pour exactement. pouvoir l'apprendre. Alors, ce dernier slide qui reprend un petit peu tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on fait, Aiming, pour accompagner nos clients sur le thème de la diversité et de la non-discrimination. Ça répond notamment à une question qui était tout à l'heure de dire comment faire un état des lieux sur ce sujet. Mais effectivement, c'est ce qu'on commence à proposer. C'est le premier pavé qui est en Bordeaux, réaliser l'état des lieux de la diversité. De se dire dans mon entreprise, à commencer par les process RH, où j'en suis de ma maturité et de mon niveau de risque par rapport à la diversité. Donc ça, c'est un premier pavé. Le second pavé qui est plutôt à droite et dont on vient de parler, c'est la formation sur la lutte contre les discriminations. Donc la formation qui va devenir obligatoire avec la loi égalité citoyenneté. Donc là, bien sûr, Hemming accompagne déjà des clients et a réalisé un module de formation pour pouvoir accompagner les clients dans le respect de cette obligation et au-delà du respect de l'obligation, dans la politique de diversité et la prise de conscience des salariés en charge du recrutement. Et puis l'accompagnement au plan d'action qui va un peu plus loin que la formation, qui est de se dire on peut effectivement partir de la formation des recruteurs pour aller vers la politique de diversité dans l'entreprise et comment est-ce qu'on peut accompagner l'entreprise dans ce cercle vertueux ouais, et dans la une promotion et puis dans une défense, mais dans une promotion. Absolument. Et mise en place des indicateurs. C'est le dernier point, mais c'est quelque part celui le plus difficile et quelque part, à travers certaines de vos questions, c'est sous-jacent. Il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas suivre en indicateur, hein, puisqu'on n'a pas le droit en France de suivre certaines statistiques, même si c'est tentant. Hein. Donc, du coup, c'est conseiller sur les bons indicateurs adaptés à votre entreprise, de ne pas en avoir de tous les côtés parce qu'il s'agit de pouvoir les suivre. Sachez que si vous êtes dans des entreprises cotées, il y a une obligation de pouvoir suivre une évolution en matière de promotion de la diversité. Ça fait partie de vos obligations RSE où un certain nombre de points doivent être suivis et doivent être publiés. Donc voilà, c'est suivre certains indicateurs et comment à l'international, si tant est que vous êtes présent aussi à l'international,
on n'en a pas parlé, mais sachez que ce sont bien des obligations françaises, mais si vous êtes coté sur le plan international, vous avez aussi des indicateurs à suivre sur le plan international, d'où l'intérêt de partir du plus difficile, je pense le cas français, et de prendre la substantifique moelle et l'internationaliser. Du coup, j'ai des questions. Une première question, la personne tout à l'heure n'a pas eu la réponse puisqu'il y avait des coupures de son sur quelle était la forme de la formation prévue dans le projet de loi. Est-ce que c'est distanciel, présentiel? Est-ce qu'il y a un nombre d'heures? Est-ce que il faut qu'elle soit reconnue par l'État? Est-ce qu'on a des précisions par rapport à la forme de cette obligation? Il n'y a pas encore de précision dans le projet de loi. Certains parlent de 1 jour, certains parlent de 2 jours, certains parlent de distanciel. En vertu de la réforme de la formation professionnelle d'il y a 2 ans, 2 ans maintenant, ils ne pourront pas, dans le projet de loi, imposer un nombre d'heures. Donc, pour éviter d'imposer un nombre d'heures, ils sont plutôt en train d'imposer les sujets qui doivent être évoqués. Et en l'occurrence, dans la formation, il doit être évoqué les 5 étapes que j'ai mise en rond dans le cadre du recrutement, les étapes donc que ça part de la définition du poste à l'entretien, et également le rôle des acteurs externes et internes. En l'occurrence, le rôle du défenseur des droits, qui était avant la HALD, le rôle des organisations syndicales, le rôle des DP, le rôle du médecin du travail, le rôle de l'inspecteur du travail. Donc on est plutôt sur ça. Et on parle plutôt de formation professionnelle. Donc, il n'y a pas d'explication, de notification dans le projet que ça puisse être une formation certifiante. Ce ne serait pas assez long. Il existe des cursus, il y a possibilité de faire des cursus pour être sur une formation certifiante. Et là, de dire je deviens le chargé de mission S-diversité dans l'entreprise, mais c'est sur autre chose. On est sur un parcours bien différent, mais ça n'est pas prévu, me semble-t-il, et ce ne sera pas l'objet que ce soit certifiant, et c'est pas l'objectif. On n'en est pas là. Je ne pense pas. Et pour répondre à une précision demandée, est-ce que cette formation pourrait être réalisée en interne dans l'entreprise ou est-ce qu'il faut qu'elle soit réalisée par un organisme extérieur? C'est là encore, il va falloir que vous puissiez prouver non seulement que le programme, du sommaire du programme, du contenu du programme, des objectifs, que la personne qui mène la formation a les compétences pour, et démontrer qu'effectivement les personnes qui ont ensuite suivi ont une attestation démontrant qu'elles ont suivi la formation. J'ai envie de vous dire que et vraiment, en toute objectivité, je vous le déconseillerais d'être uniquement en interne parce que on va vous accuser de manque d'objectivité et éventuellement de voir passer sous silence certains thèmes parce que vous savez que vous êtes un petit peu tendancieux et pas terrible sur certains points. Il vaut mieux conserver en formation interne tout ce qui est vraiment mise en situation technique. Et là, effectivement, mieux que vous puissiez, vous êtes en capacité de dire pour tout ce qui est de ce type de formation plutôt RH. Pour être sûr qu'on ne vous accuse pas de manque d'objectivité, objectivement, je vous dirais plutôt l'extérieur. Mais après, c'est vrai, c'est chacun. La loi ne l'obligera, à mon avis, absolument pas de dire vous devez passer par tel ou tel. Je rejoins ton analyse dans le sens où si il devait y avoir un salarié non recruté qui Enfin, un candidat en l'occurrence. candidat, voilà, qui dans quelque temps effectivement fait des remontrances par rapport à la discrimination, une des premières choses que l'entreprise va être amenée à prouver, c'est est-ce que j'ai bien respecté mon obligation de formation de mes recruteurs. Déjà, première étape. Et c'est vrai qu'avec une formation interne, on peut l'avoir respectée, mais après, le critère d'objectivité de la formation pourrait être mis en cause, effectivement. Bon, après, c'est des choix internes. Très bien. Ben écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a fini le webinaire pour ce matin. Voilà, merci à vous tous. Évidemment, Séverine et moi-même restons à votre disposition si vous avez des précisions, notamment par rapport à vos contextes d'entreprise, pour pouvoir regarder ça avec vous. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée à vous tous. À bientôt. À bientôt, au revoir.